Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et chargé d'animer ou de modérer, nous verrons, cette session sur la gestion des erreurs en économie. Alors je vais commencer par une confession du journaliste, puisqu'on ne parlera pas seulement des économistes. Je me suis trompé à plusieurs reprises dans mon avant-dernière chronique. J'ai travaillé sur un clavier qui n'était pas mon clavier habituel, le doigt a ripé. Et donc j'ai écrit qu'il y avait 1294 pays aux Nations Unies, ce qui m'a valu un courrier amusant. Mais au moins cette erreur-là ne portait guère à conséquence. J'ai l'impression que, en particulier depuis une décennie, un certain nombre d'erreurs économiques ont été commises, que j'ai contribué au moins à refléter, je l'avoue. Des erreurs économiques que nous payons cher, très cher, avec ne serait-ce que peut-être des millions d'emplois perdus à cause de ces erreurs, ce qui est évidemment un coût extraordinairement élevé, des sociétés abîmées, des élections aux résultats bizarres et qui pourraient donner des erreurs économiques encore plus profondes. Est-ce que ces erreurs viennent du fait que on n'a pas compris ce qui se passait? Est-ce qu'elles viennent du fait qu'on n'a pas assez discuté? Est-ce qu'elles viennent d'autres causes? On va essayer de le savoir, de le comprendre, et puis voir aussi comment on peut espérer faire à l'avenir un peu moins d'erreurs, ces erreurs qui sont particulièrement coûteuses. Donc j'ai 4 intervenants pour ce panel, et je vais commencer avec Selma Mahfouz. Selma, vous dirigez actuellement la DARES, qui est le service statistique des affaires sociales. Vous avez travaillé auparavant au FMI, en cabinet ministériel, et puis vous avez été directrice adjointe de France Stratégie, qui était dirigée par Jean Pisani-Ferry, avec qui vous avez écrit un livre qui s'appelle « À qui la faute ?», et dont le sous-titre est encore plus explicite, puisque c'était « Comment éviter les erreurs économiques », livre qui était publié donc l'an dernier chez Fayard. Alors, question d'ouverture, est-ce que ces erreurs, c'est vraiment important ? Oui, bonjour. Oui, l'idée du livre, c'était vraiment le premier message, c'est qu'il était important d'essayer de comprendre pourquoi des erreurs de politique économique majeures avaient été commises ces dernières années. Parce que, comme vous l'avez dit, le coût de ces erreurs est fort, le coût est économique, une décennie sans croissance après la crise financière, le coût social en termes d'emploi, de chômage, de pauvreté aussi, et puis le coût politique, qui était aussi une de nos préoccupations, le discrédit des dirigeants et des élites qui se sont trompés et qui n'ont pas forcément tiré les leçons de ces erreurs. Donc l'idée du livre coécrit avec Jean Pisani-Ferry était effectivement de se dire il y a quelque chose à comprendre à partir de l'analyse détaillée de certaines de ces erreurs, sachant qu'on définissait des erreurs de politique économique comme le fait un choix ou un ensemble de décisions qui avaient des résultats visiblement contraires à l'objectif poursuivi, donc dans un sens bien défini. Alors, vous avez étudié ces erreurs. Dans votre livre, il y a notamment donc, pourquoi est-ce qu'on a laissé tomber Lehman Brothers, qui a eu quelques conséquences sur la sphère financière mondiale et au-delà sur la sphère économique. Vous regardez les questions de l'emploi sur lesquelles vous travaillez, vous avez beaucoup travaillé sur comment est-ce que ça se fait qu'on a encore près de 10% de chômeurs en France après 30 années de politique de l'emploi. Vous avez étudié aussi, on en parlera, on décortiquera peut-être un peu plus cet exemple un peu plus tard, ce qui s'est passé dans la zone euro à partir de la crise grecque qui a commencé fin 2009. Quels sont les types d'erreurs qu'on a fait? Est-ce que c'est à chaque fois la même chose? Est-ce qu'il y a des erreurs différentes? Alors effectivement, on a décortiqué, on a fait un peu une sorte d'autopsie de 3 épisodes majeurs, de nature assez différente dans leur temporalité, dans leur lieu et puis dans leur nature. Donc la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, qui a déclenché la panique sur les marchés financiers, qui n'est pas la cause de la crise financière à elle toute seule, mais qui a quand même été le facteur déclenchant de cette crise financière majeure,
puisque en quelques jours, pour mémoire, les actions américaines ont perdu un quart de leur valeur, les actions européennes un tiers de leur valeur, suite à cette faillite. Et donc on s'est demandé pourquoi est-ce que les trois acteurs, le directeur du Trésor de l'époque aux États-Unis, le ministre des Finances, le directeur de la Réserve fédérale américaine et la Fed de New York, pourquoi ces acteurs compétents, chacun, avaient pris cette décision de laisser Lehman Brothers faire faillite. Et on a essayé de décortiquer le processus au cours de ce week-end pour essayer de comprendre si c'était de l'incompétence. On a assez vite écarté cette piste. Mais du coup, qu'est-ce qui conduisait à ça? Et effectivement, on a fait le même travail sur d'autres épisodes, la crise de la zone euro, et puis tout ça se nourrit de nos expériences, des erreurs qu'on a pu aussi contribuer à commettre ou voir commises. Et on a dégagé un petit peu quatre facteurs communs à ces erreurs qui sont... le premier, c'est un peu les paris perdus. C'est une mauvaise gestion du risque. Un exemple, c'est typiquement le fait de sous-estimer l'impact que va avoir la faillite de Lehman Brothers ou de pas assez anticiper. Alors ça rejoint le deuxième facteur qui est une mauvaise gestion du temps. La discordance des temps, de ne pas assez anticiper les instruments dont on va avoir besoin. Dans la crise de Lehman, on voit par exemple que, in fine, les acteurs, pour éviter la faillite, auraient dû créer les instruments juridiques leur permettant de venir en soutien à cette banque, apporter un soutien financier à cette banque. Ils auraient dû les créer avant et ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas assez anticipé, donc question de gestion du temps. Et puis, on a un troisième facteur commun, c'est tout ce qui est la complexité. Alors, on peut y revenir avec des exemples. Je ne sais pas si je développe maintenant ou si vous voulez qu'on viendra après. Donc, c'est le fait que sur le papier, souvent, les choses sont simples. Un bel exemple, c'est la création du revenu de solidarité active. Mais qu'en pratique, le passage de la théorie à la réalité est plus compliqué. Et puis, un quatrième facteur commun aux erreurs qu'on dégage, c'est les désaccords. Enfin, c'est la gestion en fait de désaccords. Le fait qu'on a du mal à surmonter en fait dans la prise de décision des désaccords. On voit dans le cas de Lehman, par exemple, le climat politique n'était pas favorable au renflouement des banques. Et c'est aussi pour ça que les décideurs n'ont pas anticipé suffisamment, parce que le Congrès était contre, l'opinion publique était contre le renflouement. Et donc au moment où il aurait fallu renflouer Lehman, probablement pour éviter cette panique financière, rien n'était prêt pour. Alors, avant d'aller plus avant, juste sur l'exemple de Lehman, moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé, et vous n'avez pas cité, c'est aussi qu'il y a des capacités de gestion de crise qui sont limitées. Il n'y avait pas des milliers de personnes qui travaillaient sur le sauvetage des institutions financières aux États-Unis à ce moment-là. Ils avaient sauvé une semaine plus tôt les banques de refinancement hypothécaire, Fannie Mae et Freddie Mac, qui avaient une dette de 5 000 milliards de dollars, donc c'est même urgent de les sauver. Elles devaient payer 200 milliards à la fin du mois et elles ne pouvaient pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs, enfin, voilà, c'est comme quand il y a pour faire un parallèle avec la médecine, quand il y a un attentat quelque part, il y a des médecins qui arrivent, mais tous les médecins ne peuvent pas arriver, ils ne peuvent pas gérer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui sont aussi... Oui, le parallèle avec la médecine est joli, parce qu'effectivement, on analyse les erreurs économiques un peu comme des erreurs médicales. C'est des choses qui vraiment on n'aurait pas dû faire. Bon, c'est plus compliqué pour les erreurs économiques probablement, mais c'est vrai que dans le cas de la crise de Lehman, il y a le sentiment qui est relaté par les acteurs d'un contexte de crise. C'est-à-dire que c'est pas chaque jour, mais chaque semaine, il y a un nouveau foyer de crise, et ils avaient sauvé une autre banque, Bear Stearns, quelques mois avant, et là, ça s'était bien passé. Bon, elle était plus petite, ils avaient réussi à mobiliser les fonds. Et effectivement, il y a probablement un espèce d'épuisement un peu de crise en crise qui fait que, en même temps, dès juillet, ils avaient un plan B, ils voyaient bien venir les problèmes. La crise des subprimes était en train de se dérouler depuis déjà un an. Et en fait, quand on décortique et leur mémoire, enfin les écrits des uns et des autres, c'est surtout un sentiment d'impuissance qui se dégage, d'impuissance de ne pas avoir au moment où il aurait fallu agir, les moyens pour le faire, parce qu'il aurait fallu pouvoir mobiliser des fonds publics, ils n'avaient pas la possibilité de mobiliser le Congrès,
juridiquement, je dirais que c'était pas possible. Donc ils ont épuisé un certain nombre de solutions pour, in fine, se retrouver, et puis dans un contexte de temps très court. Mais alors je ne sais pas si c'est plus de monde, si c'est plutôt une capacité d'anticipation qu'on identifie, qui évidemment est liée à cette succession de crises et à cette tension générale, mais une capacité d'anticipation limitée dans un contexte où les politiques sont... le contexte politique est compliqué, qui conduit à cette situation plutôt. Donc Selma, vous nous avez parlé des paris perdus, des problèmes de discordance des temps, qui est un sujet sur lequel je pense on reviendra plus tard, les questions de simplisme pour traiter des problèmes compliqués, et puis des problèmes de désaccord. Donc je vais maintenant passer la parole à Agnès Benassi-Kéré. Agnès est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, qui est un organisme qui est rattaché auprès du Premier ministre, qui avait été créé par Pierre-Alain Muet il y a 20 ans, quand Lionel Jospin était à Matignon, qui vise à donner non pas des conseils précis, mais à au moins organiser une réflexion économique à l'usage des gouvernants. Donc tu es concerné au premier chef par ces débats. La typologie des erreurs de Selma, toi tu en as une qui est un peu différente, donc j'aimerais que tu commences par là. Merci pour l'invitation. Donc, pour préparer cette conférence, j'ai d'abord relu le livre de Selma et de Jean Pisani-Ferry, et que je vous conseille très fortement. Il est vraiment c'est haletant. Et donc, je me suis livrée moi-même à une sorte de jeu des 7 erreurs. En fait, j'ai trouvé plutôt 8 erreurs. Que je vous propose. Alors, la première erreur, Selma en a parlé, c'est l'erreur de diagnostic, et je pourrais donner un autre exemple. Parmi les pays de l'OCDE, en général, contrairement à ce qu'on croit, en général, les politiques budgétaires vont dans un sens déstabilisant. C'est-à-dire qu'on relance l'activité quand tout va bien et on appuie sur le frein quand tout va mal, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et en fait, les gouvernements ne sont pas tellement en cause, c'est simplement qu'ils se trompent beaucoup sur le cycle économique. Enfin, une grande partie de cette erreur vient d'erreurs sur le cycle économique. On sait que prévoir est extrêmement difficile. Et donc, en fait, c'est l'absence d'informations au moment où est prise la décision qui pose problème. On peut donner un autre exemple. Fallait-il restructurer la dette grecque dès 2010 au lieu d'attendre et puis que la situation devienne vraiment très pénible. C'est facile à dire après. Sur le coup, probablement que les informations n'étaient pas suffisantes pour prendre une telle décision. Alors, deuxième erreur, l'erreur sur le fonctionnement de l'économie. Bon, là, je vais assez vite parce qu'il y a eu tous ces débats, par exemple sur le multiplicateur keynésien. Donc, à certains moments, il est plus élevé que ce qu'on croyait. À d'autres moments, il est plus bas que ce qu'on croyait, ce qui amène à faire des erreurs. Également, une erreur fréquente, c'est de raisonner en équipe partielle, c'est-à-dire de prendre un secteur donné et puis en isolation par rapport au reste. Je donne l'exemple des pré-retraites. Beaucoup de gens pensent que les pré-retraites, ou de manière générale, réduire la population active est un élément positif pour réduire le chômage. Et en fait, c'est un raisonnement qui fait fi du problème du financement des personnes qui sont hors emploi. Donc si on met des gens en pré-retraite, il faut les financer, et donc on augmente les cotisations sociales, et en fait on tue de l'emploi plutôt qu'on en crée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal compris dans le débat. Il y a aussi les questions d'incidence fiscale qui sont mal comprises. Par exemple, les aides au logement, le débat sur les aides au logement, qui paye au fond, qui profite au fond des aides au logement. L'impôt sur les sociétés, peu de gens savent que, enfin, la littérature a tendance à dire qu'à peu près la moitié de l'impôt sur les sociétés en réalité est payée par les bas salaires. Donc le débat sur les inégalités, une fois qu'on sait ça, le débat sur les inégalités est un peu différent. Troisième type d'erreur, des erreurs idéologiques. Donc ça, on aime bien en France les idéologies. Alors je peux prendre le rôle du marché. On a à la fois des erreurs de type excessive confiance dans le marché, ça, pré-crise, c'était un peu ça, hein, on a fait trop confiance à l'hypothèse d'efficience dans la finance. Et aujourd'hui, on voit qu'en Allemagne, il y a un grand mouvement des experts en faveur de faire plus confiance au marché. Et on voit qu'en France et surtout en Italie, il y a une grande méfiance par rapport à ça, que ça pourrait nous conduire à des erreurs massives et ça pourrait même nous conduire à une nouvelle crise. Mais on a aussi une excessive méfiance à l'égard du marché, notamment en France, on est assez fort pour ça, et je citerai la méfiance à l'égard de la libéralisation des secteurs protégés, et probablement une libéralisation des secteurs protégés crée de l'emploi et réduit les inégalités, donc c'est difficile de comprendre pourquoi on ne va pas plus vite dans ce domaine-là.
Alors, quatrième erreur qui me touche particulièrement dans mes activités je suis membre au Conseil de stabilité financière, qui fait de la politique macro-prudentielle, c'est les erreurs, enfin une asymétrie par rapport à ce qu'on appelle les erreurs de type 1 et de type 2. Donc dans cette salle, il y a certainement des détecteurs de fumée. Et il y a donc l'entreprise qui a installé cette alarme souhaite que l'alarme se déclenche pas pour rien, mais que quand elle se déclenche, qu'elle se déclenche effectivement quand il y a un feu. Donc on a l'erreur de type 1 qui est que l'alarme se déclenche pour rien, donc ce serait très pénible au milieu de cette conférence qu'elle se déclenche pour rien, et l'erreur de type 2 qui est l'alarme ne se déclenche pas alors qu'il y a le feu. Et les politiques en fait supportent assez mal l'erreur de type 1. Ils n'ont surtout pas envie qu'on déclenche des alarmes alors qu'il n'y a pas le feu. Et donc ils se concentrent sur l'erreur de type 2, mais alors du coup ça peut entraîner des situations où en fait, on déclenche l'alarme vraiment trop tard. Et donc c'est un peu ça l'enjeu aussi des politiques macro-prudentielles, par exemple le crédit. Donc le crédit croît trop vite, il croît trop vite, et puis on ne sait pas trop, on n'est pas complètement sûr, donc on ne déclenche pas l'alarme, et finalement, quand on la déclenche, on est au bord de la falaise, et là, la chute est dure. Cinquième type d'erreur, l'erreur, alors c'est classique, erreur liée à l'accumulation des objectifs. Donc on a plusieurs objectifs. Nous, économistes, on sait qu'il faut un objectif pour un instrument, un enseignement. Premier prix Nobel d'économie, c'était Jan Tinbergen. Et souvent, les gouvernements, naturellement, ont trop d'objectifs. Je vais prendre l'exemple de la commande publique. La commande publique, normalement, c'est pour fournir des services ou des biens publics donc qui sont commandés par la puissance publique, par exemple une route, donc faire une nouvelle route, et évidemment on devrait viser le meilleur rapport qualité-prix. Mais en fait il y a une tentation de donner d'autres objectifs, comme un objectif environnemental. On veut une entreprise verte, promotion des PME, on veut des petites entreprises, promotion des travailleurs handicapés, etc. etc. Et en fait, il y a d'autres moyens plus efficaces d'atteindre ces autres objectifs, mais c'est difficile pour les décideurs politiques de résister à cette tentation. Sixième type d'erreur, les erreurs liées à l'économie politique. Alors là, j'ai des exemples. J'ai un exemple vécu qui est Explique l'économie politique en deux mots. L'économie politique, c'est l'économie politique, c'est l'économie quand on tient compte du comportement qui est endogène, qui est de la puissance de décision ou d'administration ou des syndicats ou de tout ce qui concourt à l'économie telle qu'elle fonctionne vraiment et non pas qu'elle fonctionne dans les équations. Donc un exemple vécu, c'est la différence entre l'élasticité économique et l'élasticité politique. Donc par exemple, un économiste peut proposer pour améliorer le système de l'assurance maladie qu'on fasse comme dans d'autres pays, qu'on mette des franchises médicales et des plafonds, sachant que en fait en France, les personnes qui sont très malades sont assez mal remboursées. Et donc l'idée c'est que pour les petites dépenses, il y a une partie qui soit de votre poche jusqu'à un plafond qui éventuellement peut être zéro pour les personnes très précaires, et puis un plafond au-delà duquel on est remboursé, alors là carrément à 100% dans tous les cas. Et là, donc l'idée, c'est de dire, pour les petites dépenses, il y a une élasticité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas très malade, vous allez quand même regarder la dépense avant d'aller chez le médecin. Donc le comportement peut réagir au prix, alors que si vous arrivez dans le coma à l'hôpital, il n'y a pas d'élasticité. Et en fait, quand on raconte ça à un décideur politique, lui, il raisonne complètement différemment. C'est-à-dire que l'élasticité économique, pour lui, c'est un problème. Alors que pour l'économiste, c'est une solution, c'est une manière de faire varier les comportements. Alors que pour le politique, c'est un problème. C'est-à-dire que les gens vont râler, évidemment. Pour les petites dépenses, ils vont râler énormément. Et à chaque fois qu'ils vont chez le pharmacien, ils vont râler. Alors que, je dis un peu de manière brutale, la personne qui est extrêmement malade, qui va à l'hôpital, elle ne peut pas râler. Et donc, on peut le faire contribuer. Donc il y a toutes sortes de contradictions qui sont assez difficiles. Il y a un exemple célèbre qui est la TVA dans la restauration, où tous les économistes étaient d'accord pour dire que c'était une mauvaise manière d'augmenter l'emploi, et ça a été fait quand même pour des raisons autres. Alors je voudrais terminer sur les fausses erreurs. Par exemple, les débats sur le temps de travail annuel. Si une population choisit d'être moins riche pour travailler moins, où est le problème? Est-ce que c'est une erreur? Non, c'est un choix. Le Brexit, si les Britanniques sont heureux d'être moins riches pour voir moins d'immigrés polonais, c'est un choix. Donc ce n'est pas véritablement une erreur. Et donc il faut qu'on fasse attention en tant qu'économiste de ne pas appeler erreur des choses qui sont en fait des choix.
Et donc tous les arbitrages entre efficacité et équité rentrent un peu dans cette catégorie. Parfois, l'économiste est tenté de dire c'est une erreur, alors qu'en fait c'est un choix. Et enfin, je vais terminer par les erreurs des experts eux-mêmes. Donc les experts eux-mêmes font des erreurs, et je vais donner 2 exemples. Le premier, je pense que c'était probablement une erreur, donner tant de place à un concept qui est l'écart de production, l'écart entre le PIB et le PIB potentiel, dans les règles de politique budgétaire notamment, alors que c'est un concept qui n'est jamais mesurable. Même après plusieurs années, on ne sait toujours pas de combien finalement était l'écart de production. Ce qui est assez rare quand même, que les choses ne soient jamais mesurables, même après plusieurs années. Or, ça joue un rôle énorme dans la politique économique, c'était probablement une erreur, ça c'est vraiment une invention des experts. C'est gentil de le mettre à l'imparfait, mais on fonctionne encore avec aujourd'hui. Oui. Peut-être sur la modélisation, l'impact très important de ce qu'on appelle les modèles DSGE, d'équilibre général calculable, d'équilibre général stochastique, en fait, qui sont un peu des boîtes noires, qui font donner des résultats. Et il faut toujours garder en tête qu'on raisonne par rapport à un équilibre stationnaire. Et en fait, quand on démarre avec une dette qui est beaucoup trop élevée, avec un énorme déséquilibre extérieur, avec plein de chômage, est-ce qu'on est vraiment à l'équipe stationnaire ? Et donc, voilà, il y a beaucoup de conseils de politique économique qui ont été donnés à partir de ces modèles, et je pense qu'il y a quand même un sujet. Question ponctuelle qui demande une précision sur ce que tu as dit. Pourquoi l'impôt sur les sociétés est payé à 50% par les contribuables les plus pauvres ? Oui, alors donc le raisonnement, c'est de dire donc il y a une mobilité internationale du capital. Donc si on augmente l'impôt sur les sociétés, mettons en France, eh bien les entreprises vont devoir servir un rendement après impôt qui est le même que dans les autres pays. Et donc si les impôts augmentent, il faut que le rendement avant impôt augmente. Et comment faire pour que le rendement avant impôt augmente ? Eh bien, il faut couper dans un certain nombre d'investissements qui ne sont pas assez rentables. Et donc ça va baisser l'investissement, et du coup il y aura moins de capital, et ça va baisser la productivité des travailleurs, et donc on va moins les payer, ou alors on va en embaucher moins. Et donc ça paraît très théorique comme ça, et en fait il y a des travaux empiriques, notamment récemment un travail sur l'Allemagne, où l'Allemagne, ce qui est bien, c'est qu'il y a des Länder, et l'impôt sur les sociétés est différent entre les Länder, donc il y a pas mal de variances, et qui montrent que non seulement l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça, c'est que la moitié est payée en fait par le travailleur, de facto, par baisse des salaires ou baisse de l'emploi, mais qu'en plus, c'est des travailleurs peu qualifiés. Donc, voilà. Je ne généralise pas à tous les impôts sur le capital, hein, c'est l'impôt sur les sociétés. De l'importance de comprendre et puis aussi de boucler les raisonnements à ce que tu disais sur les équilibres partiels, qui est très important. Donc vous pouvez poser des questions, hein, on les prendra selon, soit au fur et à mesure, soit plutôt en fin de session. Pierre Benet, vous êtes économiste à l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est un cercle de réflexion où on retrouve des gens qui viennent des pays de l'OCDE, donc la plupart des pays avancés, enfin pratiquement tous les pays avancés et quelques autres. Et ces organisations comme le FMI, comme la Banque mondiale, sont des endroits importants pour l'économie et la politique économique, parce qu'on y réfléchit à grande échelle, de manière comparative, et donc on en sort des leçons qui changent au fil du temps d'ailleurs, mais des leçons importantes et qui influencent de manière tout à fait significative les politiques qui sont menées ensuite dans les pays. Et donc c'est important aussi d'avoir votre regard. Vous avez aussi travaillé au FMI, donc dans une autre organisation internationale, par rapport à ces questions des erreurs, des typologies d'erreurs que viennent nous proposer Selma et Agnès. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose dans vos organisations ? Comment est-ce qu'on travaille dessus ? Est-ce que vous partagez la nomenclature, ou est-ce qu'il y a encore d'autres erreurs, parce qu'on en avait 4 plus 8, 12 ? Est-ce que vous auriez un 13e type d'erreur à apporter au pot ? Merci. Je ne sais pas si j'ai une autre erreur de plus, parce que c'est vrai que c'était très complet, mais je vais peut-être insister sur quelque chose qui est important pour nous, effectivement, c'est la question de qu'est-ce qu'une erreur, en fait. Parce qu'il y a des choses, comme disait Agnès, qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des choix. Et en fait, quand on est une organisation internationale... Juste un choix, moi, qui m'avait frappé, qui est un choix ancien, mais qui s'est passé dans les débats qu'il y avait début 1914 en France, où, je crois, Jean Jaurès disait que la guerre n'aurait pas lieu parce qu'elle coûterait trop cher. Et elle a coûté trop cher, mais elle a eu lieu et parce que ça a été un choix. Voilà, je vais citer peut-être, puisqu'on est dans les citations, je vais citer Churchill qui disait que quand il y avait 10 économistes, il y avait 10 avis différents.
et que quand parmi ces 10 économistes, il y avait Keynes, il y en avait 11. En fait, je pense que ça illustre déjà en fait, que même au sein des économistes, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une erreur. Et après, au sein des pays, il y a quand même souvent des consensus. Et quand on est une organisation internationale, en fait, on fait face à des consensus différents selon les pays. Donc, par exemple, la politique budgétaire. En France, il y aura quand même un consensus que s'il y a une période de crise, il faut utiliser la politique budgétaire pour soutenir l'activité, parce qu'on se préoccupe principalement, et il y a un fort consensus des économistes français là-dessus, de l'impact immédiat à court terme sur le chômage, et que ça peut avoir aussi un impact à long terme sur la croissance. Dans d'autres pays, en Europe, c'est typiquement le cas de l'Allemagne, on va beaucoup plus se préoccuper du risque, de la soutenabilité de la dette et de l'impact que ça peut avoir plus tard. Et donc, par exemple, quand on parle aussi de la crise qui a eu lieu en 2008, c'est une question qui ressurgit aussi aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il faut agir aujourd'hui rapidement quand on voit se développer des bulles, ou est-ce qu'il faut au contraire ne pas casser une reprise? Donc on voit que ces questions-là en fait sont pas vraiment tranchées, on ne sait pas encore si c'est une erreur ou c'est pas une erreur. Peut-être que Pierre Alliot voudra en parler, mais par exemple les 35 heures aussi, je ne pense pas qu'aujourd'hui on sache toujours si c'est une erreur ou pas. D'ailleurs, c'est une question de choix, je pense, de choix de société. Mais même si on se place purement d'un point de vue purement économique, est-ce que ça a créé ou détruit des emplois? Je pense qu'on n'a pas vraiment de questions tranchées. Donc quelquefois, on ne sait pas quelles sont les erreurs. Et donc effectivement, moi, j'en tire 3 conclusions et qui rejoignent largement ce que vient de dire Agnès. C'est-à-dire que d'abord, il y a le contexte qui est important. C'est-à-dire que ce qui est une erreur aujourd'hui, dans un certain contexte, n'est pas une erreur demain. Par exemple, une réforme sur le marché du travail, qui va par exemple faciliter le licenciement, si elle est faite en période de crise, c'est évident que ça va augmenter le chômage. Mais si elle est faite en période de reprise, ça devrait plutôt être bénéfique. Donc, par exemple, ce qui est fait actuellement en France, si la croissance continue, on peut espérer que ça a un effet positif. Si en revanche, pour une raison ou pour une autre, la croissance s'arrête, ça risque d'aggraver la situation. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi compte des préférences nationales entre le court terme et le long terme. Donc là aussi, les recommandations doivent un peu s'adapter du point de vue d'une organisation internationale à ce que le pays est prêt à recevoir. C'est-à-dire qu'un pays pour lequel le long terme est très important, ce sera très difficile de faire une recommandation à l'Allemagne qu'on peut penser pertinente dans le consensus international, mais qui ne passera pas dans le consensus national. Le troisième point, en fait, c'est qu'il faut aussi prendre, ça n'a pas été dit par les intervenants précédents, tout ce qui est... Enfin, peut-être un petit peu dans l'économie politique, dans ce que disait Agnès, mais tout ce qui est au-delà de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, les questions de bien-être, il n'y a pas que le PIB, donc il y a les questions de bien-être, comment l'économie des comportements, comment les gens se comportent, tout ce qui va au-delà de simplement l'économie, qui avant n'était pas toujours rentré dans enfin, ne peuvent pas être rentrés dans des modèles, et quelquefois était même oublié, comme la finance. Et donc il faut avoir une vision un peu élargie. Donc du point de vue de l'organisation internationale, nous, ce qu'on essaie de faire à l'OCDE, évidemment avec pas mal d'humilité parce que c'est assez difficile évidemment de résoudre tout ça facilement, mais c'est d'une part d'ouvrir la discussion sur des idées plus hétérodoxes. Donc il y a quelque chose qui a été créé qui s'appelle les nouvelles approches, New Approach of Economic Challenges, donc en français les nouvelles approches pour les défis économiques, où on essaye d'être ouvert à plus d'hétérodoxie, de façon pas forcément à introduire de l'hétérodoxie dans nos recommandations, mais au moins à avoir des points de vue un peu différents. Une autre approche aussi, c'est de mieux prendre en compte le bien-être. Donc on a des indicateurs, bon, il y a eu le rapport Stiglitz, mais ça a aussi influencé ce qui a été fait à l'OCDE sur des indicateurs qui ne regardent pas simplement le PIB, mais aussi ce que nos recommandations vont donner sur d'autres aspects. Et ça c'est important parce que on a parlé du Brexit, je ne sais pas si le Brexit, je vais peut-être arrêter de parler là, il y aura d'autres questions après, mais je ne sais pas si le Brexit, on peut vraiment dire que c'est un choix. Je pense que fondamentalement, c'est une erreur économique. Là, je suis un peu en désaccord. Et je pense que c'est une erreur économique parce qu'on n'a pas assez pris en compte l'impact de certaines politiques sur une partie de la population au Royaume-Uni, qui, par mécontentement, parce qu'ils étaient au chômage, parce que certaines régions ont été oubliées, ont finalement voté pour quelque chose qui les pénalise encore plus, puisque souvent les régions qui vont encore le plus perdre de de l'Union européenne, ce sont les régions les plus pauvres, qui bénéficient des fonds structurels, par exemple. Et donc, à l'arrivée, c'est pas vraiment un choix, hein, d'autant plus qu'ils pouvaient limiter l'immigration par d'autres. L'Europe était prête à accepter certains freins à l'immigration. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près rapidement comme point de vue introductif, puis après on peut revenir sur d'autres aspects. Merci. Sur le bien-être, enfin, les réflexions ont été menées à l'OCDE avant le rapport, enfin ont commencé avant le rapport Stiglitz-Fitoussi. Et c'est vrai que l'observateur extérieur que je suis d'une organisation comme l'OCDE, c'est qu'il y a eu un gros travail pour intégrer la notion du bien-être, les inégalités,
et aussi les questions fiscales et d'optimisation, donc ces organisations où il y a aussi de la respiration. Pierre-Alain Muet, donc toi tu as longtemps travaillé à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Tu as aussi été donc au cabinet de Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Tu as été aussi longtemps député de Lyon, donc tu étais un acteur économique et aussi un acteur politique. Sur ce que tu as entendu dans ce premier tour de piste sur les erreurs, est-ce que toi tu te sens visé? Est-ce que tu penses que ces erreurs sont nombreuses? Quel est le regard que tu portes sur le concept d'erreur économique d'abord? Oui, alors je vais surtout traiter d'une erreur qui restera dans l'histoire, mais je pense que c'est bien d'avoir une typologie des erreurs. Comme j'ai été à la fois économiste et politique, j'ai sans doute fait des erreurs à la fois comme économiste et comme politique. Ce que je pense, c'est que les erreurs, c'est souvent l'absence de discussion, à la fois l'absence de débat démocratique et l'absence de débat parmi les économistes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé en son temps le Conseil d'analyse économique, pluraliste, parce que je pense qu'un Premier ministre, il a besoin d'avoir un éclairage complet de toutes les opinions sur un sujet pour se faire une idée, pour se donner le temps de faire les bons choix. Alors il peut se tromper, mais moins il faut l'éclairer. Donc je pense que c'est très utile. J'ai beaucoup aimé le livre de Selma, j'ai apprécié l'intervention qu'a fait Agnès avec une typologie différente. Mais je vais quand même parler d'une erreur qui va rester dans l'histoire et qui, à mon avis, va ressembler et ressemble à ce qu'a été la déflation des années 30, c'est la grande récession européenne. Alors, on va y venir. D'abord, il y a une petite question que je t'envoie, même si tu as dit avant d'avoir le micro qu'elle ne t'intéressait pas, mais qui est une question qui vient sur les 35 heures. Erreur pendant 5 ans, peu d'embauches et blocage des salaires. Je résume la question. Non, l'erreur m'intéresse. J'ai passé mon temps à l'Assemblée nationale à expliquer que c'était le débat sur le temps de travail en France était un faux débat. Nous sommes en France à 38 heures en moyenne pour les salariés. En Allemagne, c'est 35 heures. Aux Pays-Bas, c'est 30 heures. Nous sommes le seul pays où, quand on discute du temps de travail, on oublie le temps partiel. Quand on prend le temps partiel, quand on prend la durée hebdomadaire effective de tout le monde, eh bien la France est plutôt parmi les pays qui travaillent le plus, et les 35 heures en son temps n'ont fait que rapprocher, je l'avais montré dans un graphique qu'on trouve dans un de mes livres, sur les années Sarkozy, n'ont fait que rapprocher la situation moyenne de la France de la situation allemande. Toute l'histoire du développement économique, c'est une réduction du temps de travail et une augmentation de la productivité du travail. Par rapport au siècle dernier, on travaille 2 fois moins et on produit 20 fois plus. Donc s'imaginer que ceci s'arrêterait, je crois que c'est une erreur. Et les 35 heures, je suis très à l'aise pour dire qu'elles ont eu des effets très positifs dans les années où on les a mis en œuvre. Tout dépend de la façon dont on les met en œuvre. Mais ça n'est pas ce dont je voulais parler, parce que je crois qu'il y a une vraie erreur majeure et qui mérite d'être étudiée. C'est ce qui s'est passé en Europe récemment. N'aie pas peur, on va y arriver. Il y a des questions, d'abord, qui sont sur la première partie. Je préférais les écluser maintenant plutôt que les renvoyer en fin de débat. La règle des 3% de déficit, son auteur a reconnu que c'était une erreur. De quel type d'erreur s'agit-il, mesdames, vous qui avez vos catégories? C'est l'occasion de revenir sur les règles. Oui. Effectivement, dans les erreurs, on a vu qu'effectivement, il y avait des erreurs liées à la difficulté à se lier les mains dans certaines situations. On sait que les politiques peuvent être, dans la concordance des temps, dans la difficulté à prendre en compte les conséquences à plus long terme de certaines décisions, les politiques peuvent être tentés de faire des choix qui à court terme semblent profitables et puis qui à long terme sont désastreux. Par exemple, un exemple qui est donné très fréquemment, c'est de faire des politiques qui vont avoir un effet de relance immédiat en autorisant plus d'inflation, ce qui à plus long terme n'est pas bon pour la croissance et pour les gens. Et c'est dans ce cadre que l'idée de règles de politique économique, notamment dans le domaine de la politique monétaire, s'est beaucoup développée pour justement se lier un petit peu les mains, des politiques et avoir des politiques qui soient, comme on dit, consistantes dans le temps, cohérentes dans le temps. Et ces règles sont arrivées dans le domaine de la politique budgétaire, avec notamment les règles type la règle du 3%. Alors, ce qu'on voit à la fois dans l'analyse, c'est que ces règles sont utiles, elles sont là pour justement mettre un peu de cohérence temporelle dans les décisions,
Mais ce qu'on voit aussi, et ce qu'on voit très clairement dans l'analyse de la crise de la zone euro, c'est qu'une partie des erreurs viennent de l'application un peu rigide ou de l'incapacité à adapter les règles à la situation à un moment donné. Donc on a effectivement un diagnostic un petit peu en mi-teinte, c'est-à-dire que c'est une façon qui devrait aider et qui aide parfois en politique monétaire, on le voit, à éviter des décisions qui, dans le temps, sont incohérentes. Et en même temps, c'est effectivement... alors, derrière, moi, le point sur lequel je voudrais revenir sur la crise de la zone euro, c'est que je pense que ça rebondit un petit peu sur ce qu'a dit Pierre Alamu. Ce sur quoi on n'insiste pas assez, c'est en fait derrière les erreurs des désaccords. Les désaccords, les différences de préférence entre les acteurs. Et même sur les règles, sur le 3%, au cœur de la zone euro, on y reviendra, derrière, c'est des désaccords ou des différences de vision entre différents pays de la zone euro sur ce que doit être la gouvernance de la zone euro. Et même de philosophie de l'existence, pratiquement, au-delà. Avant donc, dernier... non, sur une autre question, avant d'aborder, il me semble qu'il y a une crise dans la zone euro dont on va parler très prochainement, qui est, il faut que je la retrouve, c'est les lobbies, voilà. Tu en as parlé, Agnès, à propos de la TVA sur la restauration. Oui. C'est un bel exemple. C'est-à-dire que est-ce que un certain nombre d'erreurs importantes ne viennent pas du fait du poids des lobbies qui dictent, qui font passer un intérêt particulier au détriment d'un intérêt général? Alors le lobbying, effectivement, c'est très compliqué parce qu'à la fois les personnes qui prennent des décisions ont besoin des lobbies pour leur apporter de l'information. Et en même temps, il ne faut pas être capturé par les lobbies. Et donc, c'est vraiment un équilibre très difficile. Parce qu'il ne faut pas refuser de parler à des professionnels de l'immobilier quand on va prendre une décision sur l'immobilier. Ce serait absurde. Et en même temps, on voit bien qu'on peut facilement être capturé par des intérêts particuliers. Je pense que ce problème des lobbies a été en partie, je dis bien seulement en partie, résolu par... la création d'autorités indépendantes, puisque en fait maintenant la décision publique c'est multifacette, il y a beaucoup de décideurs, beaucoup plus que ce que vous croyez, et notamment il y a des autorités indépendantes. Il y a la Banque Centrale Européenne, on va en parler, qui est une sorte d'autorité indépendante, mais ça ne nous empêche pas de rapporter devant une assemblée démocratique, en l'occurrence le Parlement européen. Mais il y a aussi des autorités indépendantes, comme par exemple dans les télécoms, on a l'ARCEP, dans la réglementation, la surveillance bancaire, on a la CPR, sur les marchés financiers, l'AMF, etc., etc. Et en fait, c'est une manière aussi de déléguer. Donc on délègue certaines décisions dont on sait qu'elles sont très soumises au lobby à des autorités indépendantes. Alors après, il faut qu'elles soient vraiment indépendantes, c'est vraiment le sujet. Donc il y a des règles de déontologie strictes, ça marche plus ou moins bien, mais c'était une manière... voilà. Je ne peux pas répondre sur les 3%. Ouais, si tu y tiens, vas-y. Non, mais je trouve que c'est un exemple vraiment très intéressant, parce que d'après mes souvenirs, le 3%, en fait, il vient du rapport de l'or sur l'union monétaire, et dans le rapport, il est marqué, par exemple, 3%. Et en fait, ce 3%, du coup, est devenu force de loi. Et c'est un très bon exemple parce qu'on voit bien qu'il y a un arbitrage entre simplicité et intelligence. Et en fait, les économistes, spontanément, auraient tendance à dire c'est pas bien, c'est bête comme règle. Mais en fait, on a besoin aussi d'ancrer les comportements, les anticipations des personnalités politiques. Il faut des choses relativement simples. Et je vais vous donner un contre-exemple. Donc, après la crise, on a créé la procédure pour des équipes macroéconomiques qui s'occupent non pas des déséquilibres dans le secteur public, mais dans le secteur privé. Et là, il n'y a pas l'équivalent des 3%. Il y a plein d'indicateurs, c'est complètement noyé. Et ben, du coup, personne ne s'en préoccupe. Personne ne s'en préoccupe. Voilà. Donc, on a alors que certains travaux ont montré que cette dette privée jouait un rôle absolument clé dans les crises. Tous les pays qui sont rentrés dans la crise, c'était tous des pays, c'était pas tous des pays qui avaient un gros déficit public, pas du tout, mais c'était tous des pays qui avaient un gros déficit extérieur. Pierre-Alain ? Juste un petit point historique sur les 3%. Les économistes ont trouvé une vraie cohérence, et c'est vrai qu'il en a, quand la croissance est de 3%, l'inflation de 2%. Si on veut stabiliser une dette de 60%, il faut que le déficit public ne dépasse pas les 3%. Mais ça n'est pas ça l'origine. L'origine, c'est les années Mitterrand. Quand Mitterrand, en 1983, a voulu que la France s'oriente vers la réduction des déficits, il a demandé à ses services qu'est-ce que je pourrais proposer comme règle. Et je crois que c'est la direction de la prévision de l'époque s'est dit le déficit français c'est 2,5, il ne faudrait quand même pas qu'on dépasse 3%. Peut-être que ce serait bien de dire
On n'a jamais dépassé, d'ailleurs. Ils ont regardé les séries statistiques, on n'avait jamais dépassé les 3% dans l'histoire, donc ce serait bien de dire qu'il ne faut pas dépasser les 3% du PIB. Et cette règle française est devenue la règle européenne. Donc la petite histoire des 3%, c'est intéressant. J'en ai une autre sur la crise européenne, mais je vais y venir quand on m'y autorisera. Oui. Et j'allais justement redonner la parole à Selma là-dessus, puisque c'est l'un des morceaux de choix de son livre. Le débat que maintenant vous attendez tous sur la crise de la zone euro, quelles sont des erreurs qui ont été commises. Selma, sur cette crise, comment est-ce que vous l'analysez? Quelles sont les erreurs clés qui ont été commises? Alors effectivement, c'est une des erreurs sur laquelle on revient. Pour bien situer les choses, ce dont on parle, c'est en 2011, donc à partir du début de l'année 2011, le fait que dans la zone euro, donc la zone euro a subi la crise financière, a eu une récession en 2009 assez profonde, et puis là, la reprise s'amorce, on a une croissance qui rebondit, et dès cette période, et même avant, dès 2009, les pays européens commencent à se dire, il y a eu une politique de relance budgétaire très forte, donc les déficits pour venir en soutien aux économies pendant la crise financière de 2008-2009, et ils commencent à réfléchir à ce qu'ils appellent l'exit stratégie, c'est-à-dire la sortie de cette politique budgétaire très, très, très expansionniste, et à revenir dans le cadre, effectivement, avec des considérations de soutenabilité de long terme. On ne veut pas que les dettes publiques s'envolent et mettent après, à plus long terme, en péril la reprise et l'équilibre économique. Et donc, commence à réfléchir à comment est-ce qu'on va sortir de ces politiques budgétaires expansionnistes. C'est aussi une façon, comme ça a été dit, de donner d'ancrer les anticipations des agences, c'est-à-dire de dire on a été dans une situation de politique budgétaire très expansionniste, mais on va en sortir, donc on commence à avoir une stratégie de sortie. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la reprise est là, mais elle est fragile. Donc ils enclenchent en fait des politiques de resserrement budgétaire dès 2011. Et là, c'est une erreur. Pourquoi? Enfin, il y a plusieurs erreurs concomitantes. La première, c'est probablement d'avoir sous-estimé la vigueur de la reprise et de ne pas avoir su voir que cette reprise était en train de... Donc le résultat, c'est quand même concrètement la croissance donc c'est à nouveau effondré. On a eu ensuite à nouveau une récession en W, c'est-à-dire que alors que les autres pays sortaient de la crise qui avait été plus profonde, l'Europe a replongé dans une crise moins profonde qu'en 2009, mais plus longue, suite à ce resserrement des politiques budgétaires. Donc c'est une erreur assez caractérisée, on va dire. Première cause, probablement surestimation de la vigueur de la reprise. Deuxième cause, assez consensuelle aujourd'hui, mais c'est toujours facile ex post, sous-estimation des effets récessifs des politiques budgétaires. Donc c'est le débat sur les multiplicateurs, les multiplicateurs keynésiens, quand on resserre la politique budgétaire, jusqu'à quel point ça va être négatif pour la croissance, d'autant plus que tous les pays le font en même temps. Donc c'est quelque chose sur lequel Pierre-Alain reviendra peut-être, mais effectivement, chaque pays raisonnait un peu chez lui. Mais on a fait ça tous en même temps, donc un effet combiné des politiques budgétaires plus fort qu'attendu. Une erreur aussi qui était de sous-estimer la nature de la crise initiale, c'est-à-dire qu'on avait quand même une crise qui venait de déséquilibres financiers, un endettement des acteurs privés qui n'était pas complètement apuré, une situation des banques, notamment dans les pays européens, qui n'était pas purgée. Donc finalement des économies qui, même si la reprise était là, étaient structurellement plus fragiles. Or, engager en même temps un désendettement public et privé, c'est quand même audacieux. Et le désendettement privé n'était pas achevé. Et puis, c'est ce qu'on analyse aussi, probablement, cette erreur reflète une divergence de vue sur la façon d'appliquer des règles et la vision, l'équilibre entre les visions françaises et allemandes, on va dire, ou entre différentes visions au sein de la zone euro, sur le rôle des règles. On était dans un contexte alors compliqué parce que crise grecque, pays politique, pays avec crise des dettes publiques aussi, donc tout ne se résume pas à cette politique budgétaire, mais dans un contexte où l'Allemagne réalisait que la construction de la zone euro s'était faite
pour les Allemands notamment sur l'idée qu'il y avait une clause très importante de non-renflouement des dettes publiques. On ne pouvait pas renflouer des dettes publiques au sein de la zone euro. L'exemple grec montrait que on pouvait un petit peu. Donc une vision, je dirais, très, très juridique et très attachée au respect des principes et de la soutenabilité à long terme côté allemand, et une approche peut-être plus pragmatique ou plus économique ou plus macroéconomique, je ne sais pas, et que finalement ces désaccords qui préexistaient à cet épisode n'ont pas su être résolus de façon constructive à ce moment-là. Sur la question des désaccords, donc il y a des accords de politique, de vision, mais il y a aussi des accords entre économistes sur les façons de voir la donne. Une question qui vient de la salle est: pourquoi ne pas reconnaître que l'économie n'est pas une science exacte, que les économistes ne sont pas des scientifiques mais davantage des apprentis sorciers, évoluant bien souvent dans le brouillard et se prononçant au doigt mouillé? Constat et remise en cause nécessaires, affirme l'auteur de ce message. Pierre-Alain, sur la crise de la zone euro, il me semble que tu avais une petite remarque à faire. Oui, je vais parler de la crise de la zone euro, mais je vais aussi réagir là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est que les politiques écoutent le point de vue de tous les économistes. Moi, j'ai voulu construire un conseil d'analyse économique pluraliste, parce que bien sûr, les premiers ministres ou les chefs d'État, ils consultent toujours les économistes de leur parti, mais ce n'est pas ce qui est utile pour un chef d'État ou pour un premier ministre. Je crois que ce qui est important de connaître les différents points de vue, parce que ça permet de faire un choix en toute connaissance. Je vais revenir sur la crise de la zone euro. Selma a déjà beaucoup décrit les choses. Je vais insister sur un point. On a appliqué tous les mêmes politiques. Ces politiques paraissaient pertinentes du point de vue individuel, du point de vue de chaque État. Elles étaient totalement absurdes du point de vue collectif. Vieux sujet que la théorie économique traite depuis longtemps, qui est le problème de coordination des politiques économiques. Ça s'était vu dans les années 30 avec les politiques de déflation en Europe. On pensait qu'on en serait guéri, qu'on ne recommencerait pas. Et on a recommencé. Et je vais commencer en 2014. Août 2014. L'éditorial du New York Times, l'éditorialiste c'est Paul Krugman, écrit « Rien d'étonnant à ce que l'Europe s'enfonce à nouveau dans le marasme, c'est le résultat entièrement prévisible des politiques erronées que conduisent les dirigeants européens et qui sont des mauvais remèdes. » Ces politiques erronées, ça consistait à plaider partout pour des politiques de l'offre, pour des politiques de réduction des déficits publics, pour des politiques d'austérité, sans se rendre compte que l'ensemble des politiques d'austérité enfonçaient profondément l'Europe dans la crise. Et quelques jours après, je reste toujours au mois d'août 2014, quelques jours après l'éditorial du New York Times, François Hollande, le président de la République, dans un entretien au Monde, a cette phrase, dont la première partie m'a beaucoup plu. Le diagnostic est implacable. Nous avons un problème de demande dans toute l'Europe. Et il dit, c'est dû aux politiques d'austérité qui sont conduites depuis plusieurs années. Je trouve que ce diagnostic m'a fait plaisir parce que 6 mois avant, au 1er janvier, il expliquait que l'offre crée la demande. Vous avez tous le souvenir de la loi de Say et qu'il allait lancer un grand programme de 41 milliards d'allègements, sans se rendre compte que l'Europe s'enfonçait dans un effondrement de la demande. Donc il y avait déjà un changement de diagnostic, mais alors la suite est intéressante parce qu'il conclut « Il faut que l'Europe change d'orientation des politiques économiques, bravo ». Et puis un peu plus loin, il dit « Mais nous avons un problème d'offre et je vais continuer ma politique économique ». Eh bien ça résume tout le problème de l'Europe. C'est-à-dire que chaque pays pense qu'il y a un problème de demande à l'échelle de l'Europe. On a mis du temps à le penser, mais le diagnostic a fini par arriver. Et puis on se dit, mais c'est pas grave, c'est une question européenne. Continuons notre politique. Nous, on doit réduire nos déficits. Nous, on doit rétablir notre commerce extérieur. Et je vais continuer mes politiques. Eh bien, c'est ce cocktail de politique économique, fait à la fois de coupes massives dans les dépenses publiques, de baisse de coût du travail, parfois de baisse de salaire dans certains pays, qui a conduit l'Europe dans la déflation et dans la dépression. Quand vous devez résoudre à la fois un problème de déficit des finances publiques et un problème de déficit extérieur, vous êtes tenté de faire une politique d'austérité et, comme vous ne pouvez pas dévaluer au sein de l'union monétaire, de faire une politique, ce qu'on appelle de dévaluation fiscale, c'est-à-dire de baisse de coût du travail, financée éventuellement par la TVA ou par autre chose, de façon à rétablir votre compétitivité.
Le problème, c'est que si vous êtes tout seul à le faire, que les autres ne le font pas, ça marche. Si vous êtes seul à faire une politique d'austérité dans un environnement de croissance, parce que vos partenaires ne font pas la même chose, vous réduisez bien vos déficits parce que vos recettes fiscales, elles restent. Si tout le monde le fait, le multiplicateur est tellement élevé que vous perdez collectivement en recettes fiscales ce que vous avez cru gagner dans les politiques de réduction des dépenses. Au total, il y a très peu de réduction des déficits. Oh oui, le déficit structurel se réduit, mais le déficit conjoncturel s'écarte, s'agrandit, et au total, vous ne changez pas grand-chose. Le seul résultat, c'est la récession. Et c'est la même chose pour les politiques de baisse de coût du travail. Si vous baissez votre coût du travail, vous améliorez votre compétitivité, mais en compliquant la vie de vos voisins. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Allemagne avant tout le monde. Mais ça a marché, comme elle le faisait avant tout le monde. Mais quand tout le monde le fait, en tout cas la moitié des pays européens avaient un problème de déficit extérieur, quand tout le monde le fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait baisser le niveau des prix, mais ça n'améliore pas la compétitivité, puisque ça se passe partout, du moins pas la compétitivité intra-européenne. Résultat, vous vous retrouvez en déflation. Et l'Europe, en regardant au bout de quelques années le résultat de ses politiques, a découvert qu'elle était au bord de la déflation et qu'elle avait connu la plus grande réflexion, la plus grande récession, non pas réflexion, la plus grande récession de l'après-guerre. Eh bien ça, c'est le fruit de politiques non coordonnées, mais c'est fondamentalement le fruit d'une union monétaire dans laquelle on n'a jamais construit le pilier politique. Quand vous avez 18 systèmes fiscaux et sociaux en concurrence, quand vous avez 18 dettes publiques différentes sur lesquelles les marchés peuvent spéculer et que vous n'avez aucun exécutif digne de ce nom, il ne faut pas s'étonner que dans une crise, vous arriviez à ces résultats. Et ces résultats, c'est la négation de ce qu'a été la construction européenne. Parce que quand on a construit l'Union européenne, on s'est dit on ne refera jamais les erreurs du traité de Versailles. L'erreur du traité de Versailles, c'est d'avoir cru qu'on pouvait punir un pays pour ses erreurs et qu'il n'y en aurait aucune conséquence sur les autres. Eh bien, on a refait ces erreurs. C'est exactement ce qu'on a fait vis-à-vis de la Grèce, en mettant 2 ans à venir au secours de la Grèce, parce qu'il fallait bien que la Grèce paye une partie de ses erreurs. On a créé une crise généralisée de la zone euro. C'est l'inverse de ce qu'on avait fait dans l'après-guerre, puisque au lieu de demander des réparations à l'Allemagne, on avait tendu la main à l'Allemagne, les Alliés, et on était même allé très loin dans la solidarité, puisque quand l'Allemagne de l'Ouest a été en difficulté en 1953, on a annulé 60% de sa dette. Il faut se souvenir de ces chiffres. En plus, c'est un chiffre mythique, 60%. Et puis on est allé loin aussi dans la solidarité européenne. Quand l'Espagne et le Portugal sont entrés, quand les pays du Sud sont entrés en Europe, tout le monde avait peur que ça tire les salaires vers le bas. Vous vous souvenez peut-être des débats qu'il y avait à l'époque. Ça ne s'est pas produit, parce qu'on a mis des mécanismes de solidarité, parce qu'on a mis des fonds structurels. Et bien à partir du moment où l'Europe oublie son histoire, qui est que fondamentalement c'est un espace de solidarité et pas seulement un grand marché, eh bien il se produit ce qui s'est produit. Et je pense que, j'espère qu'on en sera guéri. Je ne parlerai pas de ce qu'il faudrait faire, puisque on va y parler. On va y venir après, si tu laisses un petit peu de temps aux autres pour parler aussi de leur diagnostic sur la crise de la zone euro. Agnès. Oui, je suis assez d'accord, en grande partie d'accord avec ce que disait Pierre-Alain sur les problèmes de coordination. Une partie des erreurs collectives viennent des problèmes de coordination. On y reviendra peut-être au moment on va parler de que faire pour améliorer les choses. Je voudrais quand même dire, il y a un point qu'on n'a pas encore soulevé, une erreur pour qui ? Si on regarde l'année 2013, en fait, un tiers de l'ajustement budgétaire, c'est-à-dire un tiers de la réduction des déficits au niveau agrégé de la zone euro est venu de l'Allemagne. Et l'Allemagne répondait à sa propre règle budgétaire, qui est plus stricte que la règle européenne. Et ils ont même surperformé, comme on dit, par rapport à leur propre règle, qui elle-même est plus stricte que la règle européenne. Donc il y avait une volonté très forte de l'Allemagne, qui était le seul pays absolument non contraint cette année-là, par rapport aux règles européennes. Et est-ce que c'était une erreur du point de vue de l'Allemagne? Les Allemands vont dire pas du tout. On était au plein emploi, on arrivait au plein emploi. Il n'y a aucune raison pour l'Allemagne de faire quelque chose de différent. Et on touche là du doigt le problème. C'est-à-dire qu'individuellement, pour chacun des pays, et moi sur la France, je ne suis pas complètement d'accord avec Pierre-Alain, parce que je pense qu'un pays qui a un gros déficit extérieur, à chaque fois qu'il relance, on voit les importations bondir, il y a quand même un problème d'offre. Le déficit, c'est quand même un déficit extérieur, c'est le signe que la demande est supérieure à l'offre.
C'est même comptable, ça. Donc, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est bien en économie, c'est qu'au moins la comptabilité, on peut espérer qu'elle est à peu près juste. Donc voilà, et en fait on se rend compte que, moi je suis complètement d'accord avec Selma et Pierre-Alain, qu'en 2012 et 2013, du point de vue collectif, il y a eu une énorme erreur de politique budgétaire, bon, aussi parce que la Banque Centrale Européenne, à ce moment-là, avait épuisé ses instruments, disons, soit conventionnels, soit un petit peu non conventionnels, mais enfin elle n'était pas encore arrivée à l'assouplissement quantitatif qu'elle a fait ensuite, pour des raisons également institutionnelles. Donc on voit bien que la zone euro n'était pas préparée à cette crise, hein. Et c'est aussi cette erreur de 2012-2013, c'est aussi l'impréparation qui a eu lieu avant. En même temps, l'union monétaire, c'est quelque chose de tellement exceptionnel du point de vue historique qu'on peut se douter que ça ne soit pas réussi du premier coup. Hein, il faut se rappeler quand même que l'unification monétaire aux États-Unis, ils ont fait 2 essais ratés avant de faire le vrai essai. Donc il faut aussi se comparer. Pierre, problème de coordination, c'est difficile à voir dans un pays. Quand on regarde plusieurs pays ensemble, est-ce qu'il n'y a pas une alarme qui n'a pas été tirée? Je sais bien que vous n'étiez pas, ça n'était pas vous qui gérez le dossier à ce moment-là, etc. Mais sur l'analyse qu'on fait ex post de cette crise. Moi, en fait, ce que je peux donner, c'est un éclairage de ce que j'ai vécu moi-même pendant cette période-là, puisque, en fait, à l'OCDE, donc je m'occupe de la zone euro en général, mais je m'occupe aussi de certains pays. Et donc, des pays dont je m'occupe, c'est le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas. Donc, je vais donner quelques exemples sur ce que j'ai à l'époque, comment j'ai vu les choses de l'intérieur. C'est d'abord, en 2010 et 2011, c'est vrai que ces pays ont consolidé beaucoup trop vite. Mais il faut quand même voir qu'il y avait une raison en fait économique à cela. Il y avait quand même, quand je discutais avec les gens, il y avait une certaine rationalité. C'était, il n'y avait pas encore la politique, il n'y avait pas encore Draghi à la tête de la BCE, on avait encore triché. Et donc il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas ce que we do whatever it takes, il n'y avait pas le programme de quantitative easing, il n'y avait pas le fait la Banque centrale était prête à acheter tout ce qui était nécessaire pour permettre à la zone euro de titres d'État, pour permettre à la zone euro de survivre. Et donc, pour un pays... Juste pour expliquer un point pour la salle qui est important. Quand il y a eu cette crise, il y a eu un problème à l'origine, il y avait même un problème de déficit courant des pays. Les pays se sont trouvés avec des déficits courants qui, pendant longtemps, ont été financés par notamment par les investisseurs des autres pays européens, mais aussi du reste du monde. Et du jour au lendemain, ces pays se sont trouvés avec un arrêt brutal de financement. Ça a été le cas de la Grèce, mais ensuite de l'Espagne et de l'Italie. C'est à ce moment-là qu'il a fallu le whatever it takes. Et donc ces pays-là n'avaient pas d'autre choix que de rééquilibrer extrêmement rapidement et de manière sauvage leur compte extérieur. Avec les instruments qu'on avait. Là, on rejoint ce que disait Selma sur la résolution de la crise bancaire américaine. Les Américains n'avaient pas les instruments, et dans la zone euro, on n'avait pas les instruments, on les a inventés après, et c'est ce qui renvoie à ce moment-là aux mesures de la BCE. Oui, donc pour un pays, enfin, Portugal et l'Espagne avaient encore accès au marché, mais en fait, ça devenu de plus en plus cher. Donc pour eux, la justification, c'est de se dire, si on consolide rapidement le déficit budgétaire, ça va rassurer les marchés, les taux vont baisser. Et les taux, c'est très... Par exemple, en Espagne, en fait, l'Espagne est un pays où les taux sont flexibles. Hein, les ménages, quand ils empruntent pour acheter un appartement, en Espagne, c'est à taux variable. Donc ça impacte tout de suite énormément l'économie. Donc la baisse des taux, c'est d'ailleurs, je pense, pour moi, une des raisons principales de la reprise en Espagne, peut-être beaucoup plus que les réformes structurelles qu'on met en avant aujourd'hui, c'est le fait que la baisse des taux qui a été enclenchée après, suite à la politique de Draghi, a été très bénéfique pour ces pays, pour les ménages. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais dans ce que j'ai vécu, moi, à l'époque, c'est que donc, quand je faisais ces rapports, j'essayais de pousser, comme je suis français, forcément, ça me dérange moins que le déficit budgétaire se réduise plus lentement. Et donc, j'essayais de convaincre les Portugais de réduire plus lentement. Mais en fait, on se heurte, c'est là où était une limite des organisations internationales, c'est-à-dire que je me suis heurté au fait que je ne pouvais pas l'écrire dans le rapport. C'est-à-dire, par exemple, dans le rapport, j'avais comparé le Portugal et l'Irlande. L'Irlande, ils ont été un petit peu plus malins que les Portugais, peut-être par chance, hein, mais il se trouve qu'ils ont consolidé un peu avant d'avoir un programme. Avec le FMI, ils avaient commencé à consolider. Trop tôt, je pense, mais là où ça a été malin, finalement, c'est comment une erreur peut des fois ne pas être complètement une erreur. C'est comme ils ont consolidé plus vite, ils ont pu faire ça à plus petite dose,
Et quand ils ont négocié le programme avec le FMI, finalement, ils ont accepté leur programme. Alors que les Portugais, ils ont attendu. Et quand ils sont arrivés avec le programme de la Troïka, on leur a dit maintenant, allez-y. Et puis, ils ont voulu faire mieux que les autres. Donc, ils ont voulu faire 2 fois plus vite que les autres. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres historiquement, ça vaut ce que ça vaut, puisque c'est lié sur les écarts, la croissance potentielle, donc on ne sait pas très bien ce qu'elle est. Mais l'effort de consolidation était 2 fois plus rapide au Portugal qu'en Irlande. Mais ça ne leur a pas du tout servi, parce que d'abord, ça a entraîné une plus forte récession, ça a augmenté le chômage. Et en plus, ils n'arrêtaient pas de rater leurs objectifs budgétaires parce que c'est trop ambitieux. Donc après, il y avait un retour négatif du marché, etc. Et donc quand j'ai voulu faire une recommandation en disant, faites comme l'Irlande, allez-y petit à petit, je me suis retrouvé avec le pays contre moi. Et puis il y a aussi, en fait, quand on discute les rapports, il y a un examen avec les autres pays, on est obligé de prendre en compte le consensus. Et comme il y a beaucoup de pays européens, le CODE, que beaucoup de pays européens sont très sensibles au niveau de la dette, en fait, j'étais obligé de changer. Un autre exemple, c'est que je m'occupe aussi des Pays-Bas, et donc à un moment, j'ai essayé de dire comme Agnès aux Pays-Bas, soyez solidaires, vous avez un très fort excédent de l'avance courante, donc faites un petit déficit. Je sais bien que vous n'êtes pas un très gros pays, c'est pas vous qui allez faire la locomotive de l'Europe, évidemment, c'est mieux si c'est l'Allemagne qui vont, mais bon, vous ferez votre part de l'effort. Et j'ai une réponse très amusante, c'était ah ben non, parce que si on fait ça, on donne le mauvais exemple au pays du Sud. Donc en fait, c'est vraiment un exemple moral. En fait, ce qui manque, on est face à des idéologies différentes et des consensus différents sur les pays. Ce que je disais au début, c'est que c'est une des difficultés. En fait, c'est que les gens, il y a un consensus et aux Pays-Bas, il y a un consensus qu'en fait, il faut être, c'est presque religieux peut-être, je sais pas. En tout cas, ça vient peut-être de leur culture protestante, mais il faut couper dans le déficit et on doit montrer aux autres pays comment on doit faire. Récemment, là, c'est post-crise, je vais vous donner un autre exemple concret des difficultés à faire passer ce genre de message. C'est l'Estonie, c'est un autre pays dont je m'occupe, l'Estonie, c'est un petit pays aussi très orthodoxe de ce point de vue-là. Ils ont une dette de 10%. On rêverait d'avoir une dette aussi faible, 10% du PIB, et un déficit budgétaire quasiment à l'équilibre. On a osé proposer qu'ils fassent un léger déficit pour financer, parce qu'ils ont quand même des problèmes d'inégalité, de pauvreté encore. C'est quand même un pays qui est sorti du communisme il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pas du tout un pays. Ils ont fait beaucoup de progrès, mais ils restent encore assez pauvres. Et bien en fait, on s'est heurté à un barrage des Estoniens, mais aussi à un barrage, ce qui m'a beaucoup surpris, des autres pays autour de la table. Et on a été obligé de mettre de l'eau dans notre vin en disant considérez peut-être plus tard d'avoir un petit déficit, alors qu'en fait, franchement, je pense qu'il y a un consensus mondial pour que s'il y a au niveau des économistes, qu'il y a une dette de 10% du PIB, on peut se permettre d'avoir une dette un peu plus élevée. Mais on se heurte, effectivement, je pense que ce que disait Agnès sur les idéologies est un point vraiment très fort, qui est une grosse difficulté en fait pour éviter ce type d'erreur. Et donc il a fallu, je pense, beaucoup de force et de talent, je pense à Draghi, pour être capable d'imposer ce qu'il a fait en Europe. En fait, je crois qu'on lui doit beaucoup. On voit dans ce que vous dites le poids de la culture, le poids aussi des consensus, et des consensus entre économistes qui ne sont pas forcément les mêmes que les consensus entre politiques, avec des logiques, des horizons qui sont différents. Avant d'en venir aux voies de progression, juste une question ponctuelle que je vais envoyé à Agnès, puisqu'elle a été tirée à la courte paille avant la réunion pour prendre les questions difficiles. Est-ce que la politique salutaire de Mario Draghi, telle qu'elle a été décrite là en quelques mots, est-ce que cette politique n'a pas gonflé une bulle dont on va découvrir dans quelques années que c'est une erreur majeure? Ça, c'est la question qui est posée. Je rajoute en codicie, un peu comme on l'a vu aux États-Unis dans les années 2000, où Alan Greenspan avait une politique monétaire extrêmement accommodante après l'éclatement de la bulle Internet, qui est un des éléments qui a contribué à nourrir une bulle spéculative sur l'immobilier aux États-Unis. Fastoche. Donc, je pense qu'effectivement, c'est le gros risque. La politique monétaire de la BCE, théoriquement, a un objectif principal qui est l'inflation, une inflation faible. Or, on voit que les dernières annonces qui ont été faites de réduction de l'ampleur de l'assouplissement quantitatif ont été faites en dépit du fait que l'inflation reste très en dessous de l'objectif et ne progresse pas. En fait, si on regarde l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors produits frais et énergie, on voit que l'inflation reste en dessous de 1%, alors que l'objectif, c'est en dessous de 2% et proche de 2%. Donc, on peut interpréter les décisions récentes de la BCE, au fond, comme la prise en compte du risque financier.
Alors, on sait qu'avec un seul instrument et 2 objectifs, on va pas y arriver. Et donc, un des éléments positifs de la crise, c'est qu'on a redécouvert d'autres instruments de politique économique qui peuvent être utilisés. Par exemple, en Allemagne, on se plaint beaucoup qu'il y a éventuellement une bulle immobilière qui est en train de se mettre en place. Mais il y a d'autres instruments. Ce n'est pas la BCE d'aller tuer la bulle immobilière en Allemagne. Il y a des politiques dites macro-prudentielles qui peuvent être mises en œuvre en Allemagne. Bon, on sait que l'octroi de crédit en Allemagne est déjà assez strict par rapport aux ménages, mais on peut encore le rendre plus strict, éventuellement, si on pense que les ménages s'endettent trop pour acheter de l'immobilier. Enfin, et ça, c'est des responsabilités nationales. Donc ça, c'est un élément positif de la crise, c'est qu'on a quand même redécouvert que la boîte à outils, finalement, au fond de la boîte à outils, il y avait quelques tournevis, on ne sait pas très bien s'ils marchent, mais on peut peut-être les essayer. Dernier temps de ces échanges, comment faire moins d'erreurs? Je pose la question d'abord à Pierre-Alain. Sur les questions européennes, je pense qu'on voit bien quel est le problème. L'union monétaire, c'était un projet politique. D'ailleurs, la plupart des économistes, et j'en faisais partie à l'époque, savaient très bien que ce qui est devenu la zone euro n'était pas une zone monétaire optimale, mais on se disait, c'est pas grave, on va faire l'union monétaire et on construira les institutions qui manquent, y compris les institutions politiques, ce qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire, on n'a jamais mis de solidarité financière entre les dettes des pays de la zone euro, et comme les crises financières sont autoréalisatrices, les marchés pendant 10 ans ont été d'une incroyable naïveté. Ils se sont imaginés que acheter de la dette grecque, c'était la même chose qu'acheter de la dette allemande, et c'était au même taux d'intérêt. Ça a été fantastique pour l'Europe, ça a permis le développement de l'Europe du Sud, mais quand ils ont commencé à avoir des doutes sur la dette grecque, eh bien, les taux d'intérêt ont changé et ça a créé la crise. Et on a mis 2 ans à construire le mécanisme qui a permis de mettre un peu de solidarité entre les dettes. Heureusement qu'il y a eu aussi à l'époque Mario Draghi. Je dis souvent que Mario Draghi a été l'homme politique le plus conscient de l'Europe, pas seulement parce qu'il est un bon économiste, mais surtout parce qu'il était le seul à avoir un vrai pouvoir fédéral. Le problème qui manque en Europe, c'est un gouvernement fédéral, enfin dans la zone euro. Donc la solution, c'est qu'il faut repenser ce qu'on n'a jamais fait. La coordination des politiques économiques, on peut écrire tout ce qu'on veut sur le sujet, ça fait des années qu'on a écrit, moi j'ai beaucoup écrit sur cette question, y compris à la demande de Jacques Delors. Ça s'est jamais fait, jamais vraiment fait. Pourquoi? Parce que les réunions d'un Conseil européen, c'est des discussions de boutique où chaque pays vient défendre son intérêt, où il ne se pose pas la question générale, quel est l'intérêt général de la zone euro. Donc il faut avancer. Moi, je suis assez convaincu par les propositions de Piketty, un traité spécifique à la zone euro, sortant des questions des traités européens, parce que les traités européens, ils servent à encadrer un grand marché. La zone euro, c'est différent, c'est faire fonctionner une union monétaire, c'est-à-dire mettre les mécanismes de solidarité, on a commencé à en mettre sur le plan financier, qui manquent et qui permettent à une union monétaire de fonctionner. On n'a jamais vu dans l'histoire, par quelques expériences il y a un siècle, d'union monétaire qui ne soit pas accompagnée d'un État, d'un gouvernement, d'un exécutif. Donc il faut le faire. Je pense qu'on peut le faire. On ferait un budget de la zone euro d'un point de PIB qui aurait la possibilité de s'endetter, il pourrait réagir, mettre des plans d'investissement, accélérer des plans d'investissement quand il y a une récession. Ce serait l'occasion d'ailleurs d'harmoniser la base de l'impôt sur les sociétés, vieux sujet européen, d'avoir une base commune de l'impôt sur les sociétés qui éviterait l'optimisation fiscale, mais qui permettrait aussi d'avoir une ressource propre de l'Europe. Et comme pour gérer un budget, il faut un pouvoir politique, aucun Parlement national se dessaisira du sujet budgétaire, puisque tous les parlements ont été en général créés pour voter le budget, notamment. En tout cas, c'est le cas en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Eh bien, je pense que ça amènerait à créer une seconde chambre de la zone euro, et c'est ce qui est proposé dans un certain nombre... Ce qui avait été proposé d'ailleurs par Joschka Fischer, c'est-à-dire une représentation, en plus du Parlement européen, pour la zone euro, une représentation... une deuxième chambre, qui serait la Chambre des États et qui serait constituée de députés pris dans chacun des parlements. Ça existe déjà. C'est purement consultatif, c'est l'Eurogroupe. Moi, j'ai été frappé d'une chose. Dans les débats de l'Eurogroupe, non pas de l'Eurogroupe, pardon, dans les débats de ce qu'on appelle le Europarlementaire européen,
qui réunit des parlementaires nationaux. C'était prévu dans le TSCG. Depuis 4 ans, j'ai participé chaque fois à ces débats. Les débats ne sont pas du tout des discussions où chaque pays défend son bout de gras. C'est vraiment des discussions qui portent sur l'ensemble de l'Europe. Et je crois que si on avait une deuxième chambre de ce type, si on avait un vrai exécutif européen, ben, tous les problèmes qu'on a connus dans cette crise, une bonne partie disparaîtrait. Je suis frappé de voir tout de même que, question sur comment éviter les erreurs économiques, tu réponds par une construction politique. Oui, parce qu'il y a des erreurs qui sont dues aux institutions. J'allais dire, si on cherche qui est responsable, les économistes, non, leur diagnostic était, la plupart faisaient un diagnostic correct. Les politiques, on ne pouvait pas leur demander de faire autre chose que de faire des politiques qui semblaient compatibles avec l'intérêt national. Tu citais la compétitivité, c'est un problème qui se posait dans 6 pays. Personne ne prenait en charge le vrai sujet qui était le sujet européen. Donc il manquait cet exécutif. Pierre, sur cette question des leviers qu'on peut employer pour espérer faire moins d'erreurs économiques à l'avenir. Je pense par exemple, on a cité beaucoup le cas de l'Europe. Quelquefois, ça peut être utile d'avoir des institutions un peu indépendantes. Par exemple, en Europe, on a créé récemment un conseil budgétaire européen, European Fiscal Board, en fait, qui essaie de regarder au niveau européen quelle est la bonne impulsion budgétaire qu'il faut avoir. Donc ça permet de rentrer un débat. Par exemple, récemment, leur premier rapport a été publié cette année. Ils indiquent que ce serait bien d'avoir une politique budgétaire au niveau européen qui soutienne un petit peu la demande. Évidemment, ça ne va pas plaire à certains pays, mais ça permet de faire rentrer le débat de façon plus indépendante. C'est un rôle que peuvent aussi jouer les organisations internationales. Donc ça peut être aidé en fait à éviter de faire des erreurs. Donc après, je pense qu'il y a certaines erreurs, il faut aussi les accepter comme un moindre mal. C'est-à-dire, je pense qu'on a parlé tout à l'heure des 3%. Bon, évidemment, les 3%, c'est un peu stupide comme règle, mais en même temps, si ça permet de construire l'union monétaire, qui est quand même un gros bénéfice pour l'Europe, je pense que c'est largement un moindre mal. Et comme disait aussi Agnès, comme on ne sait pas très bien de toute façon ce que c'est qu'un solde budgétaire corrigé du cycle, bon, pourquoi pas avoir un solde nominal si ça permet de mettre d'accord des points de vue différents. Donc il y a aussi un certain nombre d'erreurs, je pense, où on peut les accepter tactiquement parce que ça conduit à des bénéfices plus grands à long terme. Pierre-Alain insistait sur la notion de débat pour éclairer les prises de décision, les situations. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît vous aussi important ? Oui, le débat me paraît très important et je pense que ce débat, il doit pas inclure que les économistes. Je pense que c'est bien que dans ce débat, c'est pour ça que c'est une bonne idée aussi d'insister sur le politique, c'est-à-dire qu'il faut inclure le politique, mais il faut inclure aussi la société civile. Et ça, c'est pas toujours assez fait. Bon, dans le cas, par exemple, des organismes internationaux, je vais revenir un peu sur notre expérience, on est censé rencontrer les syndicats, les représentants des entreprises, mais quelquefois, c'est pas fait de façon assez spontanée. Je me souviens, quand j'étais au FMI, j'avais dit à mon chef de mission, j'étais en Côte d'Ivoire, on va aller rencontrer les représentants de la société civile. Il m'a dit, oh non, j'ai pas de temps à perdre, vas-y tout seul. Et, bon, c'est vrai que c'était un petit peu inutile parce que j'ai rencontré des gens qui pensaient qu'on allait leur donner de l'argent directement. Évidemment, ce n'est pas notre rôle, on n'allait pas soutenir les femmes africaines. Mais c'est quand même intéressant de voir les attentes des personnes et puis de peut-être aussi avoir une meilleure communication. Et je pense que aussi quelquefois... au niveau des organisations internationales, la communication n'est pas bien faite. Dans le cas des programmes de la Troïka, par exemple, le FMI ne parle pas beaucoup à la presse, voire pas du tout. La Commission, peut-être encore moins. Et la BCE, n'en parlons pas. Donc, à l'arrivée, les gens ne comprennent aussi pas très bien ce qu'on leur impose. Et je pense que là, il y a aussi un problème à faire au niveau de la communication. Mettre plus de gens autour de la table et aussi communiquer mieux. Sur la question du débat, j'avais été frappé dans les mémoires qu'avaient écrits de journalistes sur l'Élysée. Quand ils étaient à l'Élysée, ils avaient suivi au jour le jour les septennats de François Mitterrand. Il y a une scène extraordinaire qui se passe en 1983, qui est un moment clé de la politique économique française, où François Mitterrand se demande si la France doit rester dans le système monétaire européen ou non. Et donc Jacques Attali convoque les plus grands économistes français de l'époque, dont certains que vous
connaissez ou que vous avez très bien connu. Et Jacques Attali raconte la scène, dit qu'au bout d'une demi-heure, le brouhaha était tel que ça devenait totalement incompréhensible. Et donc le débat avait lieu, mais le débat avait lieu de manière tellement compliquée que François Mitterrand est sorti avec la conviction que les économistes n'avaient au fond rien à dire et que c'était un choix avant tout politique. Voilà, donc voilà. Selma, sur les outils à utiliser pour essayer de réduire ces erreurs, comme on réduit des fractures. Oui, je riais parce que le dernier exemple a un petit goût de vécu sur le fait qu'effectivement, mettre des économistes face à des politiques pour débattre, ça s'organise. Sinon, c'est inintelligible. Enfin, c'était le Conseil d'analyse économique, mais ça s'organise. Alors, moi, je pense qu'on peut progresser. On peut progresser collectivement. Je ne suis pas complètement d'accord peut-être avec le point de vue, si je le caricature un peu, de Pierre, Enfin, il n'y a pas un relativisme complet, c'est-à-dire que ce n'est pas les cultures ou les idéologies des différents pays n'expliquent pas tout. Je pense qu'on peut progresser dans différentes dimensions. Alors, la première, c'est on peut sécuriser, on peut essayer de fiabiliser les processus de décision. En préparant ce livre, on avait lu notamment ce livre que je vous conseille, qui est Les décisions absurdes de Christian Morel, qui analyse des erreurs, des décisions absurdes, et notamment des accidents d'avion, des situations dans lesquelles des pilotes ont envoyé des avions par terre pour des raisons complètement absurdes de processus de décision. Il décortique, il analyse aussi l'accident de Challenger, des navettes. Pourquoi est-ce que des décisions catastrophiques, vraiment catastrophiques, sont parfois prises ? Et on peut faire de même, quand on essaye de faire de même pour les politiques économiques, il y a des choses assez simples quand même qu'on peut faire. On peut faire des prévisions prudentes. Quand on fait des prévisions de croissance pour fixer la politique budgétaire, on peut s'obliger à ce qu'elle soit plutôt dans le bas de la fourchette que dans le haut de la fourchette. Quelqu'un a dit dans les réactions que, effectivement, les économistes, ils font beaucoup du doigt mouillé, il y a beaucoup d'incertitudes, ils en sont conscients, ils font souvent des prévisions avec des marges d'erreur autour, mais on peut s'obliger à faire des prévisions prudentes. On peut être plus rigoureux ça concerne les économistes, ce que je dis, les utilisations que les politiques en font, mais les économistes, on peut faire le tri un petit peu plus clairement entre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les politiques, évaluer les politiques publiques plus systématiquement, utiliser ces évaluations. Et ça, on le fait de plus en plus, mais on peut le faire encore plus, expérimenter quand on n'est pas sûr. On veut mettre en place telle mesure, je ne la citerai pas en ce moment, mais enfin j'en ai en tête. On ne sait pas très bien quel effet ça va avoir. On fait des chiffrages. On peut expérimenter dans une région, voir ce que ça fait et si ça coûte 3 fois plus cher, si ça concerne 3 fois plus de personnes que ce qu'on pense ou moins, et ensuite généraliser. On peut aussi avoir la modestie de savoir ce qu'on ne sait pas. Ce qui est une chose que les économistes, notamment quand ils sont face à des politiques, n'ont pas toujours la capacité à faire. C'est-à-dire, là-dessus, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas consensus, il y a débat, c'est important de faire valoir les différents points de vue, mais par exemple, je travaille sur le marché du travail, en matière d'influence des institutions du marché du travail sur l'emploi, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas bien. Et donc il faut avoir l'honnêteté de le dire et d'essayer de faire progresser ce savoir, mais de savoir. Et puis il faut savoir aussi changer d'avis, c'est-à-dire que c'est Keynes, je recherchais la citation, là, qui disait « When the facts change, I change my mind. What do you do, sir ?» C'est-à-dire quand les faits changent, je change d'avis. Donc il faut aussi, c'est ce qu'on n'a pas su faire dans la zone euro probablement quand on s'est rendu compte que les multiplicateurs, alors ce qu'on a fait ex post, le FMI lui-même, Olivier Blanchard a reconnu qu'on avait tous collectivement probablement sous-estimé les multiplicateurs keynésiens. Mais donc il faut savoir un peu changer d'avis. Ça, c'est vraiment le volet, je dirais, qui nous concerne peut-être nous, surtout économistes, mais pas seulement, qui est fiabiliser les processus de décision collective. Il y a un volet qui est très important, qui est les institutions. Pierre-Alain Muel a dit, simplement, on le voit dans l'exemple de la politique budgétaire en zone euro, on a des institutions qui conduisent la politique monétaire en zone euro. Bon, peut-être que Draghi a mis un peu de temps à faire du quantitative easing, mais enfin, à un moment donné, il a dit je ferai whatever it takes, et la politique monétaire de la zone euro a fait le job. Il n'y a pas eu de politique budgétaire de la zone euro.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'institution en charge de la politique budgétaire de la zone euro. Mais même regarder le déficit budgétaire agrégé de la zone euro. Parce que c'est vrai qu'il y avait des pays, comme vous l'avez dit, dans le sud de l'Europe, qui étaient face à des situations de déficit courant qui étaient un petit peu en crise. Mais ce n'était pas le cas de l'Allemagne, ce n'était pas le cas de la zone euro dans son ensemble. Et donc, avoir cette vision globale, et même au niveau des modèles, quand on discute avec la Commission européenne fonctionne pays par pays. La capacité à avoir une vision de la politique budgétaire agrégée de la zone euro, c'est un peu déficient, et il n'y a pas les institutions pour. Donc les institutions comptent, c'est évident. Et de ce point de vue-là, on peut aussi progresser. Et puis, dernier point que je pense vraiment très important, qui est ressorti dans différents exemples, c'est le débat. Ça a été dit par les uns et les autres. Il y a des controverses stériles, mais il y a des controverses utiles. Et il faut aller au bout de cette capacité à faire émerger des consensus. Alors c'est très vrai sur le marché du travail. Si on décortique un peu les débats autour de la loi travail de 2016 dans le livre, on a eu des situations assez incroyables. 2 tribunes d'économistes à quelques jours ou semaines d'intervalle. Une tribune pour la loi travail, la loi El Khomri, une tribune contre. Quand on les lit attentivement, on se dit mais sur quoi sont-ils en désaccord en fait ? Donc aller au bout de comprendre un petit peu l'analyse des causes du chômage, un peu plus structurelle pour les uns, un peu plus conjoncturelle pour les autres, mais finalement le désaccord n'est pas vraiment là. Et à la fin, c'est finalement les incertitudes sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas que les uns et les autres pondèrent différemment. Donc on voit bien que... Mais ce travail d'aller au bout de la controverse, alors moi l'exemple que j'avais envie de prendre lié à mon expérience de ce point de vue-là, c'est il y a des instances qui permettent d'organiser le débat entre des parties prenantes qui partent de points de vue très différents. Un exemple de ce point de vue-là, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait en amont des réformes, déjà se mettre d'accord sur les diagnostics entre les partenaires sociaux, les syndicats d'un côté, des parlementaires, le patronat de l'autre, des experts, des administrations, dire ok, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les perspectives des régimes de retraite ? C'est quelque chose que, avant la création de cette instance, on n'était pas capable de faire en France. Il y avait des diagnostics divergents. À partir de là, on a pu à peu près se mettre d'accord entre les uns et les autres sur les perspectives. On discute des hypothèses. Certains vont vouloir des hypothèses très favorables, d'autres, mais on a des fourchettes. On sait au moins essayer de faire avancer le consensus sur le diagnostic et puis sur les solutions ou leurs effets, parce qu'après, il y a des choix. Mais il faut que l'espace des choix soit éclairé par des débats à un moment un petit peu dépassionnés. Et je crois que sur tout ce qui est écosystème du débat, alors là c'était un exemple un peu institutionnalisé, mais aussi du débat public, c'est le rôle des journalistes, pour le coup c'est le rôle de toute la société, on a aussi des marges de progrès possibles. Écosystème du débat, donc Agnès, toi tu es au cœur d'un de ces écosystèmes. Quelles sont tes recettes, tes idées, tes propositions, tes suggestions pour avancer ? Bon, alors, déjà, je ne voudrais pas qu'on sorte de cette salle avec une impression un peu négative. Si on compare la crise de 2008 à celle de 1929, on s'est quand même beaucoup mieux débrouillé, collectivement. Beaucoup moins mal, on va dire. Voilà, beaucoup moins mal. Le début, la trajectoire était le même. Et après, ça s'est redressé quand même plus vite. Et puis, il n'y a pas, jusqu'à présent, pas les conséquences politiques dramatiques qu'il y a eu, même si... ça n'est pas fini. Alors, donc voilà. Néanmoins, il y aura toujours des erreurs. Il ne faut pas se leurrer. Il y aura toujours des erreurs. La question, c'est limiter les causes et puis ne pas persister dans l'erreur, en quelque sorte. Donc, un certain nombre de choses ont été dites. L'évaluation des politiques publiques de manière beaucoup plus systématique, l'indépendance, la mixité des experts, des prévisions indépendantes. Mais également les stress tests généralisés, l'idée de stress test, qu'est-ce qui se passe ? On fait des stress tests dans les banques, mais il faut en faire beaucoup plus généralement. On en fait aussi dans la sûreté nucléaire. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre point, qui est les autorités indépendantes. Il ne faut pas les mettre face à des arbitrages. L'autorité de sûreté nucléaire, elle doit faire que de la sûreté nucléaire. Il ne faut pas qu'elle fasse de la politique industrielle. Là, on pourrait arriver sur des erreurs majeures. Et bon, c'est pareil dans la santé, etc. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Faire des stress tests, voir qu'est-ce qui se passe dans un scénario bas, quels sont les leviers qu'on pourra utiliser. Sur l'aspect plutôt macroéconomique, si on n'est pas capable de faire des politiques budgétaires contracycliques, on va peut-être réfléchir à augmenter ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, les choses qui fonctionnent toutes seules. On n'a pas besoin de faire des erreurs, ça marche. C'est le pilotage automatique. Donc par exemple, je donne juste un exemple d'une chose qu'on pourrait faire.
qui est de rallonger la durée d'indemnisation du chômage quand il y a beaucoup de chômage et de la réduire quand il y a moins de chômage. Et donc ça, c'est quelque chose qui serait automatique, où on a un soutien de l'activité quand il y a beaucoup de chômage, et puis en plus, c'est des périodes où c'est difficile de retrouver un emploi, donc c'est logique, et de le réduire. Bon, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais enfin, on s'est rendu compte quand même pendant la crise qu'avoir ces dispositifs qui fonctionnent tout seuls, on n'a pas besoin de prendre de décision, donc on n'a pas besoin de prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions, ça se fait tout seul, c'est quand même utile. Si on n'arrive pas à faire de coordination des politiques budgétaires, moi je suis assez pessimiste, très franchement, sur le fait qu'on va y arriver un jour, eh bien il faut songer à faire de l'intégration budgétaire. Et c'est là qu'arrive le débat sur le budget zone euro. Et ce n'est pas nouveau. Le système monétaire européen, c'était une coordination des politiques monétaires. Ça s'est terminé par une crise et on a décidé de faire la monnaie unique. Donc on est passé à l'intégration. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait surprenant. L'expérimentation, ça a été dit. Les clauses d'extinction, quand on fait une nouvelle politique publique, bon, ben, éventuellement on pourrait dire, au bout de 3 ans, elle s'éteint, sauf si on a prouvé qu'elle était efficace à un coût raisonnable. Alors maintenant, peut-être pour terminer, j'en viens à une question qui est aussi importante, qui est fournir une information accessible et honnête au public. C'est très important. Il faut effectivement que les experts puissent débattre entre eux et puis avec le politique, mais il faut également que l'ensemble du public soit averti des questions économiques. On sait que c'est des questions très techniques et qu'il y a à la fois une grosse demande de la part du grand public pour avoir plus d'informations, mais également des grosses difficultés pour absorber cette information, notamment quand elle était un peu contradictoire. Elle semble un peu contradictoire. Et donc ça renvoie... Bon, alors donc c'est les Géco, participent à ça et c'est un grand succès. Mais je pense que les experts doivent aussi réfléchir à leur propre déontologie. Quand ils parlent, notamment dans la presse, leur capacité de communication aussi, d'améliorer leur capacité de communication. Également, on peut réfléchir au rôle de la presse. Et on parlait des deux tribunes. Ces 2 tribunes étaient 2 visions qui n'étaient pas l'une pour, l'autre contre, en réalité. C'est le titre qui a été mis par le journaliste qui en a fait pour et contre. En réalité, c'était beaucoup plus subtil que ça. Et il y a quand même une propension de la presse, sur n'importe quel sujet, un pour, un contre. Et le summum, c'était le débat sur le Brexit, où il y avait un économiste au Royaume-Uni qui était pour le Brexit et tous les autres contre. C'était toujours pour et contre. Et donc, évidemment, on se dit, c'est 50-50. Mais non, c'est pas 50-50. Et donc, si on pouvait se mettre d'accord, Jean-Marc, sur le fait qu'on refuse de... Moi, maintenant, je refuse. Si on me demande de faire pour et contre, je refuse. Et il faudrait s'accorder sur le fait qu'on ne fait plus ça. On ne fait plus ça parce que c'est induire en erreur le public. Il y a aussi une question de formation, peut-être à plus bas niveau, dans le secondaire. Moi, je fais des expériences avec mes étudiants où je leur montre un graphique et puis je zoome. Selon la manière dont je zoome, la conclusion est totalement opposée. Et donc, pour leur apprendre aussi que la manipulation par les données, ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Et il faut savoir se défendre, il faut des anticorps. Et les anticorps, il faut les acquérir au plus jeune âge. Et donc, manipuler soi-même les données, aller les chercher sur l'excellent site de l'INSEE, zut, il est parti, pour faire soi-même les graphiques et voir que toutes les questions que se posent les économistes, tout le monde se devrait se les poser. Est-ce qu'on est en train de me présenter quelque chose en taux de croissance en niveau, le nominal, le réel, etc. C'est crucial pour ne pas se faire avoir, en quelque sorte, par des experts mal intentionnés. Merci. Ce débat vient maintenant à son terme. Je me demandais quand est-ce que ça viendrait sur les journalistes, mais bon, ça a fini par venir. Et on fera ce qu'on pourra naturellement en essayant de garder des lecteurs. 3 points, moi, juste pas pour conclure, mais peut-être qui m'ont frappé. Premièrement, il y aura toujours des erreurs et il faut s'y faire. Et il faut essayer de faire ensuite que ça soit le moins grave possible, mais il y aura toujours des erreurs. Le deuxième point, c'est le rôle des institutions. Ça a été beaucoup souligné de différentes manières, mais le rôle essentiel des institutions qu'il faut construire, qu'il faut améliorer, mais qui jouent un rôle tout à fait important dans notre capacité à limiter ces erreurs et ensuite à en réduire les retombées douloureuses. Et puis le troisième point, c'est évidemment la nécessité de controverses. Vous avez parlé de controverses, qu'il fallait plus de controverses stériles, il faut des controverses fécondes. C'est ce que nous essayons de faire, mais je pense qu'on en a bien plus besoin que ça. Je pense que vous pouvez remercier maintenant notre panel. Merci à tous.